Bonjour à tous, aujourd'hui donc le thème que nous avons déjà commencé avant le confinement, à savoir glycémie et diabète. Le chapitre 1 dans ce thème sera intitulé la catalyse enzymatique. Je vais revenir sur les expériences que nous avons fait juste avant le confinement et sur la réaction enzymatique en elle-même. Nous voyons ici la réaction d'hydrolyse de l'amidon. L'amidon en présence de molécules d'eau est hydrolysé en des molécules plus ou moins grandes, des dextrines, qui sont d'assez grandes molécules, le maltose, qui est constitué de deux molécules de glucose enchaînées, et le glucose, qui est un sucre simple. Cette réaction d'hydrolyse se déroule spontanément de manière très lente. Elle peut en revanche être accélérée par un catalyseur, une enzyme, comme l'amylase. À ce moment-là, les molécules d'amidon sont hydrolysées plus rapidement en dextrine, maltose et glucose. Pour mettre en évidence ces différentes molécules, nous allons utiliser des indicateurs colorés, tels que l'eau iodée, qui est jaune-orangé en présence d'eau, qui devient bleu-noir en présence d'amidon, qui devient marron en présence de dextrine et qui reste jaune-orangé avec du maltose ou du glucose. Un autre réactif est la liqueur de Fehling, qui est bleue en présence d'eau, ou bleue, elle reste bleue également en présence d'amidon, et si elle est chauffée, elle devient rouge brique en présence de dextrine, de maltose ou de glucose. La liqueur de Fehling est sensible, réagit à la présence de sucre dit réducteur. Lors du TP que nous avons fait la dernière fois, vous deviez expliquer pourquoi un enfant présentait des diarrhées, des gonflements et avait dans son intestin des sucres de grande taille. On pouvait faire l'hypothèse que ceci était dû à une absence d'amylase ou à une amylase qui n'était pas fonctionnelle. Pour tester cette hypothèse, vous avez réalisé deux tubes. Un tube contenant de l'amidon et de l'amylase, c'est le tube 1 de ce schéma, un tube 2 contenant de l'amidon et de l'eau. Donc un test et un témoin. Vous avez placé ces deux tubes à 35-37 degrés, comme dans les conditions du corps humain, puis vous avez recherché de l'amidon avec de l'eau iodée ou des sucres simples avec de la liqueur de Fehling. Voici les résultats. Avec l'amylase, on constate que la couleur bleu-noir, qui est caractéristique de l'amidon en présence d'eau iodée, disparaît au bout de 4 à 6 minutes, tandis que sans amylase, cette couleur bleu-noir persiste en présence d'eau iodée jusqu'à 40 minutes, ce qui indique que dans un cas avec l'amylase, l'amidon a disparu, et sans amylase, l'amidon est présent tout au long de l'expérience. La liqueur de Fehling, prise à un moment T, par exemple, au bout de 10 minutes, montre la présence de sucre réducteur, du maltose et du glucose, dans le tube avec l'amylase, alors que dans le tube sans amylase, nous avons une couleur bleue qui montre qu'il n'y a pas eu formation de sucre réducteur tel que le maltose ou le glucose. Voici d'autres résultats concordants avec ceux que je viens de décrire qui ont été obtenus par des élèves. Donc en haut, le tube sans amylase, on constate que l'eau iodée prend une couleur bleu-noir qui persiste tout au long de l'expérience. En bas, avec amylase, la couleur bleu-noir qui disparaît assez rapidement. On peut observer encore des dextrines au bout de 5 à 10 minutes, puis ensuite on retrouve une couleur jaune-orangé, caractéristique de l'absence d'amidon et de dextrine. Ici, avec la liqueur de Fehling chauffée, sans amylase en haut, la liqueur de Fehling reste tout le temps bleue tout au long de l'expérience. Avec l'amylase en bas, la liqueur de Fehling qui au début est bleue voit sa couleur se transformer en rouge brique progressivement, ce qui indique qu'il y a eu apparition progressive de sucres réducteurs, de sucres simples tels que le maltose ou le glucose. Ce schéma montre les deux formes possibles de sucre simple, le maltose en haut et le glucose en bas. Il apparaît un groupe aldéhyde, double liaison OH, qui rend ce sucre réducteur et donc qui permet de faire virer la couleur de la liqueur de Fehling chauffée. La même chose, le même groupe aldéhyde, double liaison OH en bas dans la molécule de glucose ouverte qui permet de le mettre en évidence par la liqueur de Fehling chauffée. Voici une autre façon de mettre en évidence la digestion de l'amidon par l'amylase. Au départ, on place dans une cuve un mélange constitué d'amidon, d'amylase et d'eau iodée.
Le mélange est fortement coloré puisqu'il contient beaucoup d'amidon colorant en bleu-noir le iodé. Au fur et à mesure que l'amylase hydrolyse l'amidon, la capacité à absorber la lumière de ce mélange diminue, c'est ce que l'on voit sur la courbe à gauche, et cette courbe de diminution de l'absorbance est caractéristique de la forme d'une courbe de réaction enzymatique, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une décroissance exponentielle. Voici comment schématiquement se déroule une digestion de l'amidon et comment cet amidon est progressivement transformé en glucose. Au départ, donc, nous avons une molécule d'amidon avec son enchaînement de glucose. Cette molécule d'amidon est reconnue par une enzyme, l'amylase, qui se lie à la molécule d'amidon. Elle coupe cette molécule d'amidon et la transforme en plus petits morceaux, les dextrines, le maltose et le glucose. L'amylase est à nouveau fonctionnelle et peut recommencer ce cycle sur une molécule d'amidon jusqu'à ce que l'on ait presque uniquement des sucres réducteurs comme le maltose et le glucose. Pour résumer, nous avons un substrat, une enzyme qui forme un complexe enzyme-substrat qui donne des produits, le maltose, le glucose, la dextrine, et l'enzyme qui est à nouveau capable de se fixer au substrat après la réaction. Une réaction chimique sans catalyseur, c'est typiquement une réaction entre deux réactifs qui produit plusieurs produits, produit 1 et produit 2. Avec catalyseur, les deux réactifs réagissent de la même façon pour faire les produits 1 et 2, mais le catalyseur accélère la réaction et se retrouve présent à la fin de cette réaction. Il peut à nouveau catalyser la réaction. Voici une réaction qui peut être catalysée par une enzyme. Le substrat 1 et le substrat 2 réagissent pour former un produit. Au départ, nous avons dans le milieu du substrat 1 et du substrat 2. Ces substrats réagissent et forment le produit, et à la fin, il ne reste plus que du produit. La courbe en gris montre l'apparition du produit au cours du temps, la concentration du produit au cours du temps. On peut définir la vitesse initiale de cette réaction enzymatique. Elle est donnée par le coefficient directeur de la droite D, qui est la droite passant par l'origine et tangente à la courbe de concentration du produit. Nous voyons ici l'effet de la concentration en substrat sur la vitesse initiale de la réaction enzymatique. Plus la concentration en substrat est grande, plus la vitesse de réaction sera élevée. On constate que pour une concentration de 50 mmol par litre ou de 100 mmol par litre, les courbes sont identiques, ce qui signifie que toutes les enzymes sont occupées par du substrat et donc la réaction ne peut pas avoir lieu plus rapidement. Vous pouvez reproduire avec du modèle et en suivant les consignes données la semaine dernière, reproduire cet effet de la concentration en substrat sur la vitesse de la réaction enzymatique. Et vous verrez qu'en faisant varier progressivement cette concentration, pour une concentration donnée en enzyme, vous obtiendrez les mêmes courbes que celles que je vous ai présentées sur la diapo précédente. Une enzyme possède une zone particulière qui lui permet de se fixer à son substrat. C'est le site actif que nous voyons en sphère ici sur l'amylase à gauche. Cette zone a une forme complémentaire du substrat, ici en jaune l'amidon, qui va permettre donc à ce substrat de se fixer, de se loger dans le site actif. La vitesse de réaction enzymatique est maximale lorsque tous les sites actifs de toutes les enzymes sont occupés.